Alain Minc, bonsoir. Bonsoir. Alors Alain, avant de passer à l'Ardivio, le magnéto de Blacko. 1949. Alain Minc naît à Paris. Ses parents communistes ont dû fuir la Pologne au début des années 30. Pendant la guerre, ils échappent aux persécutions contre les Juifs et s'engagent dans la résistance. En 68, Alain Minc entre à Louis-le-Grand. En 71, il fait Sciences Po. Et en 75, il sort major de l'ENA. 1979. Alain Minc quitte la fonction publique pour le privé. Chez Saint-Gobain, il investit à fond dans l'informatique. En 86, déçu de ne pas être nommé PDG, il rejoint le financier italien Carlo de Benedetti. Leur fonds d'investissement Cérus réalise quelques jolis coups, comme la prise de contrôle de Valeo. En revanche, la reprise de la Société Générale de Belgique est un fiasco. Benedetti perd des milliards et Minc est viré. Je veux maintenant ouvrir une page plus autonome, c'est-à-dire que j'ai envie de jouer un rôle de conseil stratégique, beaucoup plus libre de mes mouvements pour une série de groupes. 1994, Alain Minc prend le contrôle du conseil de surveillance du journal Le Monde. Le voilà au carrefour de toutes les influences et tous les réseaux. À défaut de devenir un grand patron, Minc devient le conseiller préféré du CAC 40. Côté business, il conseille aussi bien Pinault que Bolloré. Côté politique, Martine Aubry est son ami, mais il soutient Sarkozy. En 2001, son prestige intellectuel est tout de même terni lorsqu'il est condamné pour plagiat après la publication d'un livre sur Spinoza. 2008, Alain Minc devient commandeur de la Légion d'honneur grâce à Sarkozy. Mais sa proximité avec le pouvoir lui vaut d'être écarté du journal Le Monde. Toujours en 2008, il se trompe en annonçant que la crise financière n'aura pas lieu, mais il a le flair de recommander un certain Emmanuel Macron à la banque Rothschild. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute. En 2012, Alain Minc est nommé par Sarkozy à la tête de la SANEF, une société d'autoroutes. 2019. À bientôt 70 ans, Alain Minc vit depuis 40 ans au cœur du business de la politique et des médias. C'est l'un des cerveaux les plus influents du système. Et dans son dernier livre, il nous en fait découvrir tous les rouages. Voilà, et tout de suite on passe à la grande interview de la semaine, c'est l'Ardivio. Alain Minc, bonsoir. Alors en 1997, il y a plus de 20 ans, vous avez publié un pamphlet à la gloire de la mondialisation intitulé « La mondialisation heureuse ». Est-ce que depuis, vous avez demandé pardon aux Gilets jaunes? Non, et ce ne sera pas demain la veille, parce qu'il ne faut pas confondre les sujets. Quelle est la frustration des Gilets jaunes? Ceux du départ, ceux qui étaient sincères, authentiques, spontanés sur les ronds-points, et pas ceux plus ambigus, plus manipulés, plus idéologiques, plus populistes, voire d'extrême droite d'aujourd'hui. C'était que la classe moyenne, en réalité, n'a pas profité de la croissance depuis 20 ans. Et là, il y a une injustice fondamentale. Mais pire que cela, le problème, c'est que les gens pensent que leurs gosses ne pourront pas faire mieux qu'eux. Et la mondialisation n'a rien à voir là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans? Le fait que notre système éducatif, dans les classements internationaux, recule d'année en année. Et ça, c'est pas le monde, c'est nous. Alors, faisons un exercice d'introspection sur nos propres défauts. Alors, vous avez lu l'étude Oxfam, les 26 milliardaires les plus riches détiennent 50% de la richesse mondiale. On deviendrait gilet jaune pour moins que ça, quand même, non? Non, mais on est dans le cœur du problème. Si vous voulez, le système capitaliste, il n'y en a pas d'autre. D'ailleurs, oui. Même les Chinois s'y mettent. Quand on a cru qu'il y avait un autre système qui s'appelait le communisme soviétique, on a vu où ça mène. Le système capitaliste, il fabrique de l'efficacité et de l'inégalité, par définition. Quand il tourne à pleine vitesse, il fabrique beaucoup d'efficacité et beaucoup d'inégalité. Donc la question, c'est que fait-on pour réduire les inégalités? Et la raison pour laquelle elles se sont autant accrues, c'est la disparition dans la vie collective des syndicats. C'est-à-dire, avant, quand on parle des 30 glorieuses, entre guillemets, vous aviez en face du patronat des syndicats puissants, capables d'obtenir des concessions. Dans les pays occidentaux, ils disparaissent ou ils se réduisent. En France en particulier, vous n'imaginez quand même pas que la France est aujourd'hui un pays moins syndiqué que la Turquie, le pays le moins syndiqué de l'OCDE. Bon. Et dans les pays du tiers-monde, il n'y a pas de syndicats. Alors, dans le livre que vous publiez donc chez Grasset, Voyage au centre du système, vous avez prédit la crise des Gilets jaunes. Bravo Alain. Parce qu'en 2008, par exemple, à la crise financière, vous n'avez rien vu venir à l'époque.
Non, je me suis gouré moins qu'on ne le dit, Ah bon, mais en d'accord. partie. Bon, là, pour une fois, Là, je ne ouais. suis pas gouré. Eh oui, Alors, tout arrive. Page 113 et 114, écrivez « Les défenseurs du capitalisme ne peuvent plus se laver les mains de l'ascension des inégalités. Je suis inquiet de la quiétude de nos élites, de la surdité face au bruit qui gronde dans la société. » Ça, vous l'avez écrit donc, dans un livre qui a été remis à l'éditeur début novembre, donc 17 Oui, jours. même avant, oui, en septembre. Mais je l'avais dit dans des Vous entretiens. l'avez dit dans Libération, Tiens. effectivement, au mois de juillet. Vous aviez dit « L'inégalité est trop forte, on risque l'insurrection ». Ah, je peux vous dire que mes copains n'ont pas aimé en me disant t'es tombé sur la tête. Ah oui, c'est ça, vos copains ont dit « Il se Ah non, mais gourre il est fou, encore ». il est fou. Non, qu'est-ce qu'il nous veut? Bon, bah oui. Mais je pensais pas à cette insurrection-là. Ouais. Je pensais que ce serait une insurrection des banlieues. Ouais, oui. Bon, enfin bon. C'est- À la limite, toute insurrection est bonne à prendre, Ouais. puisque pour une fois, j'ai raison. Bon, vous dites, si un jour un malheur se produit, nous aurons qu'à nous en prendre à nous-mêmes. Ouais. Ouais, ah oui, Bah oui, par définition. bien sûr. Mais il se passe là quelque chose, c'est-à-dire ce sentiment, d'une certaine façon, devient une vérité collective grâce à ce que les Gilets jaunes ont exprimé. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas tellement les gens qui protestaient, ils étaient l'expression d'une vraie frustration. Si 60% de la population les ont soutenus, malgré les violences, malgré certains côtés très antipathiques, c'est-à-dire, on a vu affleurer des choses qui fleuraient Ouais. l'extrême droite, le racisme, l'antisémitisme. C'est que le terreau était là. Et donc, il ne faut pas après, quand le mouvement sera fini, revenir à, comme disent les Anglais, business as usual, c'est-à-dire à la vie d'avant. Alors, vous dites, jusqu'à présent, nous avons résolu les problèmes liés à la mondialisation, notamment le creusement des inégalités, grâce à des mécanismes de redistribution monétaire. Mais aujourd'hui, les caisses sont vides. Oui, alors il faut trouver autre chose. Je vous donne par exemple une idée dont je suis mais viscéralement convaincu. Les revenus du capital ont cru massivement aux dépens des revenus du travail. Ouais. Premier point, premier axiome. Deuxièmement, la mondialisation interdit d'augmenter les salaires. Donc que faut-il faire? Il faut transformer les salariés en actionnaires de leur société, c'est-à-dire leur donner une part du capital. Et dans les petites boîtes où les patrons disent non, mon pouvoir va être en cause, ok, des actions sans droit de vote, c'est pas le pouvoir qui est en jeu, Ouais. mais il faut faire partager le droit au profit. C'est lié au fait que si vous augmentez massivement les salaires, à ce moment-là, vous allez dans le fossé. C'est la règle économique. On peut Ouais. l'aimer ou ne pas l'aimer, c'est comme la loi de la gravitation. Ce serait plus rigolo de vivre dans un univers sans loi de la gravitation. On flirterait tous les deux. Vous trouverez ça très amusant. on se rend Bon. apesanteur. Bon, mais ça marche pas comme ça. Il n'y a pas d'apesanteur économique. Ouais. Alors, vous dites finalement nationaux populistes contre internationalistes rationalistes, tout le monde va être enrégimenté dans l'un ou l'autre camp. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, pour le moment, on peut se permettre de... Non, mais ce à un qui- moment, il faudra choisir, quoi. Non, mais ce qui m'inquiète, c'est d'imaginer que l'Italie peut être une préfiguration de la France. Et quand on suit, comme vous le faites de près, le débat public, les connivences entre l'extrême droite et l'extrême gauche, Ouais. le fait que quelqu'un... Moi, Mélenchon, je pense qu'il n'ira pas très loin dans cette direction, car il a quand même, qu'on le veuille ou non, des chromosomes de gauche classiques. Mais son adjoint Ruffin, qui quand même a pratiqué dans le silence collectif un appel au meurtre, quand il a dit Macron va finir comme Kennedy. Ça s'appelle un appel au meurtre. Avec une écharpe blanc-rouge devant non, l'Élysée. non, mais ce type-là, à mon avis, est prêt à tout. Ouais. Alors, vous faites partie de l'élite, hein. Vous conseillez les riches et les puissants depuis des décennies. J'ai aussi mes bonnes œuvres, mais Oui. celles-là, je les raconte pas. Est-ce que vous êtes sûr de leur avoir donné les bons conseils, finalement, quand on voit la situation? Bon, écoutez, il y a tout, mais globalement, sinon, ils discuteraient plus avec moi. Oui, c'est vrai. C'est Ouais, tout, hein. ouais. Mais ça serait pas plus simple, finalement, de vous demander de prévoir des choses qui se sont déjà passées? Ils sont les plus difficiles à prévoir. Alors, le livre s'appelle Voyage au centre du système, c'est chez Grasset. Alors, au centre des systèmes, en fait, parce que vous expliquez dans le bouquin que il n'y a pas qu'un système. Il y a un système politique, un système économique, un système médiatique, un système intellectuel. Et il y a beaucoup de systèmes, mais tout ça fait le système. Oui, voilà. Voilà. Pour résumer, c'est ça. Ouais. Mais alors, est-ce qu'on a raison d'être parano sur des choses comme le Bilderberg ou la trilatérale? Vous en pensez quoi? Parce que sur Internet, on va fleurir Non, mais des c'est- tas de alors, choses là-dessus. franchement- Il faut dire aux gens ce que c'est vraiment. Attends, quand on connaît ce genre de truc, c'est un café du commerce où on n'apprend rien,
où on rencontre des gens parfois intéressants, dont l'influence internationale est nulle. Alors là, on est dans la fantasmagorie pure. Encore faut-il le dire. Et Davos? Davos, moi, j'ai fait un vœu dans ma vie, après y être allé une fois faire une conférence, ne plus jamais retourner à Davos. Pourquoi? Parce que quand on respecte... Vous n'aimez pas le froid, en fait. J'aime pas ce froid intellectuel-là. D'accord. C'est-à-dire, quand on respecte le fonctionnement du système, ou qu'on pense qu'il n'y a pas d'autre système, si on va à Davos, on repart dégoûté. La somme d'arrogance, d'aveuglement, de prétention, de fric étalé, bah... Ouais, donc vous n'irez plus. Alors, vous avez présenté le jeune Macron à David de Rothschild en lui disant que ce serait un bon banquier d'affaires. Vous dites qu'il était pute, quoi. Non, j'ai dit tous les banquiers doivent avoir une capacité de pute, mais tous les hommes politiques aussi. Voilà, c'est la question que je vais vous poser. Mais l'idée de Macron de se présenter pendant sa campagne électorale comme anti-système, alors qu'il est vraiment le système, c'est un coup de pute, quand même. Ah, mais c'est assez malin, hein. Ah ouais. C'est bien. Est-ce qu'il n'est pas trop malin, justement? Écoutez, dans la vie, quand même, l'intelligence est tout de même un petit atout. Hein. Oui, mais et regardez, quand il fait ses débats, là, tout le monde dit, oui, il est formidable, il parle pendant 7 heures, mais les gens se disent, est-ce que c'est pas du théâtre? Est-ce que c'est pas du fake? Non, mais si vous voulez, il y a toujours en France un syndrome très bizarre à l'égard des premiers de classe. Oui. D'un côté, on les admire, et de l'autre côté, on les déteste. Bien sûr. Bon, alors, évidemment, comme il est le premier des premiers de classe, il a ça au carré. Voilà, oui. Alors, vous écrivez, page 141 de votre livre, « L'irruption de Macron n'a pas d'équivalent depuis Bonaparte ». Là, c'est plutôt la Bérésina, quand même, en ce moment, non? Non, c'est pas la Bérésina. Puis, attendez, et puis, de toute façon, la vie politique, plus que la vie des affaires, ça a des hauts et des bas. Je veux dire, qui pouvait imaginer que le rêve qu'a suivi 2017, la France, centre du monde à nouveau, etc., pouvait durer. On pouvait compter sur les Français pour lui retirer le tapis sous les pieds un peu. Vous pensez qu'il peut s'en sortir, là? Ah, j'ai aucun doute. Vous pensez que votre ami Sarkozy a une chance de revenir? Parce qu'en fait, quand on discute avec les gens, c'est pratiquement le seul recours qu'ils puissent imaginer. On n'a pas besoin de recours. Les institutions fonctionnent. Je veux dire, elles sont en place. Cela dit, Nicolas Sarkozy, pendant toute la crise, s'est comporté en homme d'État. Il n'a pas fait de déclaration comme François Hollande s'est permis d'en faire. Il a, au nom de la solidité du régime, discuté de manière très ouverte et je crois très positive avec Macron. Il s'est bien comporté, très bien. Vous racontez ça d'ailleurs, comment en 2008, Sarkozy a très bien tenu la barre du système bancaire qui était en train d'exploser, tout seul. Ça a été un des grands moments de votre vie, un des climax de votre vie. Ça. Non, mais si vous me permettez, au début de ce chapitre, je me dis, quand est-ce que j'ai été inquiet pour mes enfants? Dans 2 circonstances. C'est pour rendre hommage à un homme dont on ne parle pas. D'abord en 83, et quand Pierre Mauroy... Système monétaire européen. Voilà, et quand Pierre Mauroy a tordu le bras de François Mitterrand pour qu'on reste dans l'univers du rationnel. Et en 2008, quand Sarkozy a tenu la barre dans la crise. Et je dis, alors ça fait rire les gens, et je le dis et je le répète, Sarkozy, pendant une semaine, je dis bien une semaine, je dis pas plus, a sauvé le monde occidental. Bah, vous savez, dans une carrière, c'est pas si mal. Hein. Il a quand même tenu à bout de bras le président Bush qui était dépressif. Les autres étaient... au fond, Sarkozy, si vous voulez, son tempérament fait qu'il est très bon dans les crises et qu'il s'énerve dans le quotidien ennuyeux. Et Mitterrand, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de sortir du système monétaire européen? On n'en serait pas là, peut-être? Ah bah oui, on serait l'Albanie. D'accord. Il y a peut-être une dernière chose, là, j'en parlais à ma femme, j'y repense, là. C'est la question Colombo. Alors, Alain Minc, vous êtes président du conseil d'administration de la société d'autoroute SANEF. Oui, j'ai pas été nommé par Sarkozy, par des actionnaires privés. C'est pas de ça dont vous allez allez vous parler. Une des petites erreurs de tout à l'heure. D'accord. Les actionnaires de SANEF, comme ceux de Vinci et d'Eiffage, ont vu augmenter leurs dividendes de 41% en 2017
Et vous confirmez qu'au 1er février, les péages vont encore augmenter. Mais nous avons fait, on ne va pas entrer dans les détails, mais nous Non, avons mais fait un franchement, c'est tarif beaucoup, là. privilégié. Non, c'est le maintien. C'est quoi une concession? Mais je crois qu'on va emmerder tout le monde avec ça. Ah non, Vous les gens, ils dépend- payent des autoroutes tous Non, les jours. Non, mais Oui. d'abord, on vient d'offrir, à la demande du gouvernement, un rabais de 30% sur la relation domicile-travail. Ouais. Et je crois que ça représente pas mal de points de pouvoir d'achat pour les gens concernés. Deuxièmement, le système de concession, c'est vous investissez votre propre argent très cher, et ensuite vous êtes rémunéré de cet argent. Et donc, de ce point de vue, on ne peut pas à la fois dire que les autoroutes françaises sont les meilleures du monde et simultanément mettre en cause le système qui y a conduit. Vous savez, la rentabilité pour une société d'autoroute, à la fin de la concession, quand on rendra le tout, parce qu'à la fin, il ne vous reste rien. Ah bon? Vous donnez les clés à l'État. Mais dans combien de temps? Dans 12 ans. Ah, mais finalement, c'est pas si long. Mais c'est pas si long, mais il y a quand même eu quelques 15 ans ou 20 ans avant. Oui, bien sûr. Mais vous rendez les clés et après l'État remet aux enchères, ou il reprend, ou il fait ce qu'il veut. La rentabilité, elle est de 6-7%. Oui, c'est pas beaucoup plus qu'un c'est- placement intelligent. C'est pas, oui, c'est un placement C'est un intelligent. placement intelligent, très bien. Et maintenant, à la main, qu'on va faire une interview meilleurs ennemis. Quel est le pire défaut d'Emmanuel Macron? D'être trop jeune. Qu'est-ce que vous enviez à Laurent Wauquiez? Rien. Qui d'ailleurs réussit la performance de montrer que la plus grande des éducations n'est pas synonyme d'intelligence politique. Qu'est-ce qui est rassurant chez Marine Le Pen? Rien. Qu'est-ce qui est admirable chez Ségolène Royal? Sa ténacité. Oui. Qu'est-ce qui vous rend dingue de Benoît Hamon? Qui? Qu'est-ce qui rend Christophe Castaner si exceptionnel? D'être là où il est. Qu'est-ce qui est si impressionnant chez Marlène Schiappa? Le fait qu'elle arrive à vous faire parler d'elle tout le temps. Ouais. Elle se donne du mal quand même. Hein. Oui, mais vous tombez dans le piège. Ah hein. oui, volontiers, volontiers. Qu'est-ce que François Hollande avait compris avant les autres? Rien. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce que l'on regrette chez Nicolas Sarkozy? Que les pas de côté qu'il a pu faire font qu'on ne garde pas le meilleur souvenir de ce qu'il a fait de bien, ce dont on a parlé. Qu'est-ce qui est craquant chez Angela Merkel? Sa fermeté, son courage, moi, elle m'impressionne beaucoup. Ouais. Oui, elle me fait craquer, désolé. Ah oui, ben voilà, très bien. Quelle est la plus grande expression de sagesse de Donald Trump? Il y en aura peut-être une, ne pas Ouais. se représenter. Voilà. Ouais. En fait, Donald Trump, c'est un peu le président des Gilets jaunes américains, non? Oui. Ben, c'est pour ça qu'il vaut mieux que les Gilets jaunes n'aient pas le pouvoir. Ce que j'aime dans vos interviews, ça me rappelle le grand oral de Léna, mais en rigolo. Alain Minc, merci d'avoir été avec nous.